Avons-nous des traces de zoophilie au Moyen-Âge? Et surtout, comment est-ce que cette pratique était-elle perçue? Oui, bon, je sais, le sujet est bizarre. Aujourd'hui, quand nous voyons le rectum d'un chaton défoncé, cela suscite de vives émotions. Et nous évoquons le bien-être animal, le respect du vivant, toutes ces notions qui sont très bonnes au demeurant, mais qui indifféraient, mais alors complètement nos ancêtres. Chevaleresse d'aujourd'hui. Ça, c'est pas pour les fragiles. Selon Florian Véniel, au XIIIe siècle, un guide à l'intention des pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle. Il y avait déjà des guides à l'époque? Oui, comme aujourd'hui, et vous verrez que les sujets sont presque aussi étranges que ceux que l'on traite aujourd'hui. Comme cette petite perle. Comment draguer la catholique sur le chemin de Compostelle d'Étienne Liebig. C'est... osé. Il ferait mieux de visiter les grottes de Bétharam à côté de Lourdes. Quoi qu'il en soit, dans ce guide, les Navarrais sont décrits comme noirs de peau, laids, débauchés, pervers. Ils forniquent honteusement avec des bestiaux et vont même jusqu'à mettre des cadenas à leurs mules ou à leurs juments pour empêcher d'autres personnes d'en jouer. Oui, ça c'est sans doute un mythe. La ceinture de chasteté n'a jamais existé, elle est juste le résultat d'un fantasme. La ceinture de chasteté, peut-être pas, mais des actes isolés, ça, sans aucun doute. Et on peut le prouver. Nous avons par exemple le cas de Claudine Culam est brûlée avec son chien. Le 4 octobre 1601, à 16 ans, elle est condamnée à mort, bien et dûment atteinte et convaincue d'avoir contre nature eu habitation et copulation charnelle avec un chien blanc tacheté de roux. Mais On ne connaît pas les détails de l'affaire, car les pièces du procès furent brûlées avec elle et son chien, car jugées trop impures. D'autre part, les légistes médiévaux ont légiféré sur la question. Au XIe siècle, si la zoophilie est considérée comme une erreur de jeunesse, elle est condamnée à 100 jours de jeûne au pain et à l'eau. Mieux, si la personne est célibataire, 40 jours suffiront. En revanche, si elle est mariée, c'est 10 ans. Et si c'est habituel, c'est 15 ans. Bûchard de Worms, 965-1025, dans son pénitentiel pose ainsi une question vraisemblablement posée aux femmes. Avez-vous déjà posé sur vos parties intimes de la mie de pain afin que quelques animaux viennent et s'en délectent? Ces deux éléments, parmi d'autres, laissent à penser que si la zoophilie n'était ni généralisée ni admise, elle n'était pas pour autant inexistante. Comment ces pratiques étaient-elles perçues? Alors, au risque de vous surprendre, nos ancêtres sont spécistes, c'est-à-dire qu'ils placent l'homme au-dessus de l'animal. Et ils attendent de chacun que cela se reflète dans leur comportement. Les pratiques sexuelles sont soumises à de nombreux interdits et l'amour charnel, paradoxalement, pour eux, les distingue de l'animal. Les médecins s'interrogent sur le comportement humain en la matière. Et la première de leurs observations est que les humains copulent en silence, alors que les animaux poussent des cris. Si, la réponse qu'apporte Albert le Grand est la suivante. L'homme s'arme en silence et dans le secret va à la guerre. Puis il rajoute, après le coït, il est aisément apeuré. Il s'enfuit au moindre bruit quand il est adultère. Et s'il y a bien un point qui fait consensus chez tous les savants, c'est que parmi toutes les positions sexuelles que l'on pourrait avoir avec son conjoint, la plus condamnable est la position rétro, c'est-à-dire la levrette, parce qu'elle est empreinte de bestialité.
Il faut bien comprendre que pour eux, les pratiques bestiales, même s'il n'y a pas d'animaux, sont bien plus répréhensibles que toutes les autres pratiques, fût-ce le viol d'enfants, le viol tout court, l'inceste. Et cette potentielle bestialité, s'il est couplé d'un lien charnel avec l'animal, est empreint de fantasmes. Il y a évidemment les sorcières qui copuleraient avec les boucs, mais les médecins, eux, pensent que les pratiques zoophiles peuvent engendrer. C'est-à-dire qu'il est possible de procréer avec un animal. Ainsi, Vincent Beauvais alerte sur le fait que cela pourrait générer des monstres. Ce qui le préoccupe le plus, ce sont les pratiques avec les vaches et les ânesses. Le péché de bestialité est donc extrêmement mal vu. Et pour vous illustrer le sujet, permettez-moi de vous raconter cette histoire. Au début du XIVe siècle, à Collonges, vivait un paysan prénommé Chaka. Je vous vois venir, c'est un prénom bien français qui signifie bâton. Bâton de justice. Enfin bon, laissez tomber. Chaka a été jugé parce qu'il avait connu charnellement une bête de somme. Et il est donc condamné au bûcher. Le jour venu, on le transfère de son lieu de détention au lieu d'exécution. Sauf que Chaka n'aura jamais le temps d'arriver à son lieu d'exécution. En effet, en chemin, il passe par le village dont il est originaire. Et là, le convoi est arrêté. Chaka est sorti et pendu à une fourche. Les villageois ne lui ont pas pardonné d'avoir entaché à ce point la réputation de leur village. 80 habitants en seront témoins. Les condamnations. Alors, les crimes de bestialité valent au pécheur et à sa victime le bûcher. Et au Moyen-Âge, le bûcher est considéré comme l'une des pires des peines. D'ailleurs, le saviez-vous? Lorsque l'on meurt brûlé, on ne meurt pas parce que nos organes vitaux sont touchés, mais parce que notre corps souffre tellement qu'il décide d'arrêter. Mais au-delà de la souffrance qui, de toute manière dans le monde médiéval, est jugée comme rédemptrice, l'objectif est de faire disparaître le corps, donc le pécheur, donc le péché. À titre d'exemple, dans sa chronique, Philippe de Vigneul nous explique qu'un compagnon est mis sur le bûcher le 23 janvier 1494 à 14h à Metz. Son péché, dans sa folie et luxure, il a eu affaire à une vache. Et cette condamnation est quasiment systématique. Pour vous l'illustrer, j'aimerais vous raconter l'histoire suivante. Nous sommes le 16 août 1391. Martin Duval, voleur récidiviste et considéré comme irrécupérable, va être pendu. Au pied du gibet, voulant sauver son âme, il fait au prêtre une dernière confession. Il a commis un crime de bestialité avec une chienne et une jument. Stupeur! Le prévôt n'hésite pas un instant. Il communie la peine de pendaison en bûcher pour bougrerie. Le tout est inscrit au registre criminel du Châtelet. Alors bien sûr, il y a toujours des exceptions. Ainsi, Ulrich Guisser, qui confesse en 1490 avoir eu des relations bestiales 50 ans plus tôt, c'est-à-dire en 1440, n'est pas condamné au bûcher, mais à la faveur d'être décapité. Oui, parce que la décapitation est un privilège de noble à l'époque. Alors, est-ce dû à son âge? Est-ce dû à son rang social? Nul ne le sait. Quoi qu'il en soit, il est décapité le 25 mai 1490. Mais plus étonnant encore, si la justice s'applique aux hommes, elle s'applique aussi aux animaux. La justice s'applique à tous et les animaux ne réchappent pas à la règle. Ainsi, Jean Picard, aveugle des 2 yeux. Oui, les papiers rouges de Dijon mentionnent parfois des détails étonnants. Que voulez-vous? Il est jugé pour
avoir habité une vache et une jument. Et il est brûlé et mis en cendres en janvier 1463. Sur le bûcher l'accompagnent la dite vache et la dite jument. Plus étonnant encore, si l'animal jugé n'est plus, alors il est remplacé symboliquement par un autre animal. À Aigues-Mortes, un homme et une ânesse sont condamnés au bûcher en 1460. Malheureusement, l'ânesse meurt entre le jugement et l'exécution. Qu'à cela tienne, on prend une autre ânesse pour la brûler avec lui. Ah, la solidarité bestiale, c'est beau, hein? Et contrairement aux apparences, ce n'est pas parce qu'ils ont été pris au dépourvu. Non, non, non. Quand Jean Cassandry avoue avoir eu compagnie des naturels avec une jument et une vache à plusieurs années pendant 10 ans, on sait dès avant même le jugement que la vache et la jument sont mortes, hein? Et pourtant, le 11 septembre 1494, il est brûlé avec une vache et une jument qui remplacent les vaches et juments d'origine pour cette abominable paillardise. Conclusion. Alors, ce sont d'autres temps, d'autres mœurs, mais cela pose beaucoup de questions à notre société d'aujourd'hui. Certes, on voit des hommes en Allemagne manifester pour le droit de montrer leur profonde affection à leur chienne, au-delà du dégoût que j'ai pour cette pratique et ce comportement. Ou encore sans parler du consentement du dit animal. C'est la suite logique des discours animalistes qui veulent une égalité des droits entre les hommes et les animaux. D'ailleurs, ce sont souvent les mêmes qui veulent interdire la chasse, pour des raisons idéologiques. Mais soyons cohérents. Si les droits sont les mêmes pour les hommes et pour les animaux, quid des loups, des lions, des hyènes? On les enferme? Ben dans ce cas-là, moi je vous propose qu'on appelle plus ça des prisons pour les animaux, mais des zoos.